Merci beaucoup de me donner la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement Bertie, Spezig et toute l'équipe de l'ESA pour leur invitation et pour leur accueil très chaleureux, et aussi pour la confiance qu'elle m'accorde pour cette introduction. Donc c'est pour moi un honneur et un plaisir, et un petit peu de pression aussi, d'introduire ce rendez-vous de l'agriculture connectée. Ma présentation, du coup, elle sera centrée effectivement sur les relations entre, d'une part, le mouvement de développement des technologies numériques qui nous anime aujourd'hui, et d'autre part, les mouvements de la transition agroécologique. Et effectivement, comme Jean-Paul l'a dit, le parti pris que j'ai pris, c'est de faire un peu poil à gratter, c'est-à-dire de rentrer plutôt par les défis, les controverses, voire les risques qui sont le plus fréquemment associés, notamment dans la littérature en sciences sociales sur le sujet, les risques que ferait peser les technologies numériques sur la transition agroécologique. Il me semblait qu'effectivement, cette entrée pouvait être assez efficace pour stimuler les débats, pour ensuite identifier collectivement des défis, des enjeux pour la recherche agronomique, mais aussi plus largement pour les acteurs de l'écosystème d'innovation qui sont réunis aujourd'hui, des startups, des organismes du conseil, de la recherche appliquée, mais aussi des collectifs d'agriculteurs ou de consommateurs qui participent à ces innovations. Je vais voir si j'arrive à m'en servir. On dirait que ça marche. Du coup, ma présentation sera organisée en 3 parties. Tout d'abord, dans une introduction, je poserai brièvement les termes du débat, à la fois sur l'agroécologie et sur le numérique, avant de me présenter un petit peu pour dire d'où je parle et ce sur quoi je me suis appuyé pour présenter cette introduction. Je présenterai ensuite 3 risques les plus saillants de mon point de vue que feraient porter les technologies numériques sur la transition agroécologique pour arriver à des défis pour la recherche agronomique, mais des défis qui, je pense, pourraient aussi concerner plus largement les acteurs de l'écosystème d'innovation. Donc, en guise d'introduction, je ne vais pas faire une conférence ou un cours trop long sur l'agroécologie. Enfin, ce n'était pas à la demande et puis ça prendrait beaucoup de temps. Mais comme ça a été souligné dès les introductions de cette journée, ce qui est le plus important pour moi, c'est de dire, voilà, déjà dans la communauté académique, il n'y a pas de consensus sur la façon de définir la transition agroécologique, mais ce qui fait le plus consensus sûrement, c'est qu'il n'y a pas un modèle de transition agroécologique, il y a des transitions, des conceptions qui coexistent, avec différentes façons de les représenter. Donc il y a beaucoup de débats sur agroécologie forte ou faible, par exemple, avec les travaux de Michel Duru. Souvent, il y a différentes gradations qui sont présentées dans cette transition agroécologique, avec en première étape ce qui serait la recherche d'efficience, c'est-à-dire être plus efficient dans la façon dont on utilise l'eau, les engrais chimiques, les produits phytosanitaires, comment réduire leur usage par une recherche d'efficience. Une deuxième étape de transition agroécologique plus poussée qui serait la substitution, donc remplacer un certain nombre de produits par des alternatives basées sur des principes plus naturels ou écologiques. Et enfin, des trajectoires plus radicales d'agroécologie qui impliqueraient de reconcevoir fondamentalement les systèmes, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi de nouveaux modèles de production qui transformeraient le travail, le rapport aux consommateurs et plus globalement l'insertion de l'agriculture dans la société. On voit donc le point principal de cette introduction, c'est de dire que l'agroécologie, ce n'est pas juste une transition technologique, comme vous le savez, c'est plus que ça. C'est un mouvement social, et c'est même des mouvements sociaux, une coexistence entre différents modèles de production qui va poser des questions de rapport de force, de relations entre différents acteurs et différents projets de changement technique, et qui va impacter ce dont on parle aujourd'hui, qui va impacter les façons dont on produit des connaissances, dont on soutient l'innovation, et pour quel type de modèle agricole on les soutient. Et donc je dirais que c'est dans ce contexte déjà assez contradictoire, voire parfois conflictuel sur la transition, qu'ont émergé les technologies numériques dans le secteur agricole. Et du coup, c'est dans ces termes-là que se sont posés les débats. Alors, si on part un petit peu d'en haut, des politiques publiques, des grands documents prospectifs, que ce soit à l'échelle internationale, européenne ou nationale, on voit qu'il y a quand même un discours très positif qui est porté sur les technologies numériques dans ces arènes-là. C'est vrai que d'après ces textes, on voit qu'il y a beaucoup d'attentes au numérique, pour mieux produire en étant plus précis, mais aussi pour mieux inscrire l'agriculture dans des chaînes de valeur et mieux faire remonter l'information vers les consommateurs au sujet des dimensions écologiques de la production et dans l'autre sens au sujet des attentes, et plus globalement s'appuyer sur le numérique pour mieux partager, apprendre et comprendre collectivement. Donc il y a dans ces documents beaucoup de promesses autour du numérique qui se traduisent par beaucoup d'investissements, notamment dans des projets de recherche, mais il reste des niveaux d'incertitude et de controverses très élevés.
Je l'illustrerai d'abord au sujet du premier type de transition agroécologique que j'ai mentionné, celle qui est autour de la recherche d'efficience, souvent associée à des technologies d'agriculture de précision. Il y a à ce sujet-là beaucoup de controverses sur la réalité et l'ampleur des effets. Différents états de l'art ont été réalisés qui montreraient finalement des effets relativement faibles sur les économies en intrants réalisées par l'agriculture de précision, mais surtout des grands doutes sur notre capacité à mesurer ces effets. Et certains auteurs, notamment pas mal d'économistes, attribuent le lent développement de l'agriculture de précision dans certains contextes au fait qu'on a du mal à mesurer ces effets et qu'il reste pour les agriculteurs beaucoup d'incertitudes sur la réalité des effets de cette technologie-là. Mais les controverses peuvent aller plus loin que ça, et pour certains auteurs, sociologues, économistes, anthropologues, il y aurait même une forme d'altérité, de contradiction plus fondamentale entre les principes de l'agroécologie d'une part et l'agriculture numérique telle qu'elle se développe d'autre part, qui est encore largement fondée sur des principes de l'agriculture de précision. Et du coup, mon entrée dans les diapositives suivantes sera autour des risques identifiés dans ces communautés de recherche, mais on ne va pas rester dans le négatif, je vous rassure. C'est pour aider à identifier un certain nombre de défis et d'enjeux qui se posent pour la recherche agronomique et plus largement pour les différents acteurs réunis aujourd'hui. Donc avant de présenter ces trois risques, je vais dire un mot d'où je parle et qui je suis un peu plus. Donc moi, je suis chercheur en économie, donc basé à Toulouse, à l'INRAE, et j'ai travaillé dans tout le début de ma carrière sur le conseil agricole et la façon d'accompagner l'innovation des agriculteurs. Et c'est par ce biais-là que je me suis intéressé au numérique, notamment en coordonnant certains projets européens, parce que je voyais comment le conseil lui-même était transformé par les technologies du numérique, les interactions entre conseillers et agriculteurs notamment, mais aussi le travail quotidien des conseillers agricoles. Donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ces questions de numérique. Alors, je vous ai mis quelques publications. Alors, ce n'est pas juste pour vous montrer que je fais bien mon métier, c'est pour vous montrer la dimension collective de cette activité. Vous verrez qu'il y a beaucoup de noms dans ces articles-là. Et notamment, du coup, pour vous dire que les arguments que je vais développer dans la deuxième partie de ma présentation sont le fruit de beaucoup de réflexions collectives, notamment de mes discussions avec les doctorantes que j'ai la chance d'encadrer, donc Éléonore Schnebelin, Noémie Bechté et Nadège Ressia notamment. Elles sont aussi le fruit de discussions internationales. Donc, j'ai réalisé un état de l'art sur les analyses en sciences sociales de la digitalisation de l'agriculture, avec Emma Yacoun, une collègue australienne, et Laurens Clerks, un collègue néerlandais. Et puis, plus localement, j'ai pu bénéficier de la richesse de discussion de l'Institut de convergence digitale, dont vous avez peut-être entendu parler, basé à Montpellier, donc qui regroupe des recherches très pluridisciplinaires sur la digitalisation de l'agriculture. Et donc, ces chercheurs se sont notamment investis, comme l'a dit Jean-Paul Goutier dans l'introduction, dans la rédaction d'un livre blanc, alors pas juste de l'INRAE, mais de l'INRAE et de l'INRIA, sur la question d'agriculture et numérique, dans laquelle l'idée, c'est de voir quels sont les enjeux en termes de recherche, à la fois côté sciences agronomiques, donc l'INRAE, et sciences du numérique, côté INRIA, pour tirer le meilleur du numérique et contribuer effectivement à la transition des agricultures et des systèmes alimentaires vers plus de durabilité. Donc c'est un livre programmatique de recherche, donc qui contient un état de l'art, des chapitres sur les opportunités du numérique, des chapitres sur les risques aussi du numérique vis-à-vis de la transition agroécologique, et enfin qui finissent par un certain nombre de défis plutôt programmatiques pour la recherche. Donc je les ai mis là, je ne vais pas tous les citer, les collègues qui ont coordonné l'ouvrage et ceux qui ont contribué au chapitre des risques et opportunités, défis, donc des différents éléments du sommaire. Et c'est sur ce chapitre de risques, donc qui a été coordonné par Frédéric Garcia, auquel j'ai contribué, que je vais baser l'identification des trois risques principaux que ferait porter le numérique sur la transition agroécologique. Donc le premier risque, et je dirais le plus fondamental, peut-être, et effectivement que pour un certain nombre d'auteurs, alors je n'ai pas cité, mais peut-être dans la discussion ensuite on pourra y revenir si vous avez des questions, mais pour un certain nombre d'auteurs, il y aurait une forme de quasi-incompatibilité que ferait porter le numérique sur la transition agroécologique, et quand lui-même, le numérique pourrait être un frein à la transition agroécologique. Alors, il y a deux dimensions sur lesquelles je vais passer assez rapidement, parce que je crois que les tables rondes le reprendront de façon assez détaillée dans le reste de la journée. Le premier, c'est l'empreinte environnementale du numérique lui-même, qui est importante et qui remet beaucoup en question le développement du numérique pour certains auteurs. C'est-à-dire que le coût des data centers, etc., je passe sur les détails, le coût environnemental en termes de réchauffement climatique, notamment de ces technologies, il est disqualifierait pour accompagner la transition agroécologique. Oui, on abordera ça en début d'après-midi, monsieur Labarthe.
Le deuxième, c'est par rapport à certaines visions dites fortes ou radicales de l'agroécologie qui amènent à repenser les liens de l'homme à la nature, à repenser la façon dont les agriculteurs, les producteurs, les salariés agricoles doivent développer des connaissances sensibles de l'environnement pour développer des projets écologiques. Et dans cette optique-là, le numérique pourrait être une barrière, un artefact qui écarte les agriculteurs et les producteurs de connaissances plus sensibles de l'environnement. Mais ce que je voudrais évoquer, c'est plutôt le troisième point, qui intéresse sûrement un peu plus les économistes que je suis, c'est l'idée de dire qu'il y aurait une forme de verrouillage technologique qui serait renforcée par le numérique. Et qu'en gros, le numérique serait dans une forme de dépendance au chemin et renforcerait des formes très faibles d'écologisation basées sur les recherches d'efficience et la poursuite de l'industrialisation de notre agriculture. Autrement dit, le numérique resterait largement déterminé par les technologies de l'agriculture de précision et orienterait l'agriculture sur des recherches d'efficience trop marginaux par rapport à l'ampleur des enjeux. Donc cet argument, nous, on a pu le vérifier dans certains cas, notamment dans le cas de la thèse d'Éléonore Schnebelin, qui a réalisé des enquêtes auprès de 150 exploitations agricoles, céréalières et viticoles. Et effectivement, on a pu voir que les plus grands utilisateurs du numérique parmi les agriculteurs qu'elle a enquêtés restaient des agriculteurs qui utilisaient ces technologies à des buts de standardisation de leur production, d'augmentation des surfaces cultivées, de simplification des processus et de recherche d'accroissement de la productivité du travail dans un contexte de grande compétition internationale. Donc on voit bien qu'il y a ce modèle-là, et ça s'accompagne souvent de formes d'écologisation relativement faibles de leur part. Alors cependant, un petit bémol à ce point de vue-là, c'est qu'elle a aussi identifié des formes plus originales, notamment des exploitations mixtes qui combinent agriculture conventionnelle et biologique sur les mêmes surfaces, sûrement sur des très grandes surfaces. Là, je vous parle d'exploitations qui peuvent faire plus de 1000 hectares en grande culture, et pour lequel le digital était une façon de faciliter la transition vers l'agriculture biologique, mais dans une conception assez industrielle de ces formes d'agriculture biologique. Donc, un deuxième risque que je voudrais souligner, qui est peut-être moins prégnant en Europe, mais qui est de moins de point de vue tout aussi important, c'est celui des questions des inégalités et des rapports de force que pourrait induire ou renforcer le numérique. Quelque part, la dimension plus sociale, le pilier plus social du développement durable et de la transition agroécologique. Alors, les premiers risques sont des risques d'exclusion de certaines populations. Alors, il y a bien sûr la question du digital divide et de l'accès qui reste prégnante, y compris en France. Mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre de technologies ne sont pas adaptées ou accessibles à tout le monde. Alors, il y a bien sûr le coût des technologies, parce qu'on parle beaucoup des OAD, mais il y a toute la partie hardware dans l'agriculture numérique qui n'est pas accessible à toutes les exploitations, mais qui n'est pas toujours adaptée à toutes les tailles des parcelles. Il y a aussi un certain nombre d'outils d'aide à la décision qui n'intègrent pas un certain nombre de contraintes des exploitations agricoles. Il reste très difficile, par exemple, d'avoir des OAD qui intègrent bien les questions de fertilisation organique ou certains points. Donc, on va voir qu'il peut y avoir des effets de sélection ou d'exclusion de certains modèles d'exploitation agricole. Et on va avoir aussi beaucoup de débats sur la question de l'autonomie de décision. Quelque chose qui est très prégnant dans la littérature internationale, c'est dans quelle mesure le développement du numérique pourrait réduire l'autonomie de décision des agriculteurs, c'est-à-dire avoir des outils dans lesquels une grande partie de la décision est déjà prise par les concepteurs. Par exemple, sur la fertilisation, on peut avoir des outils embarqués, le modèle est intégré, il y a un capteur à l'avant de la machine, la décision est prise à l'arrière de la machine, et le capteur, du coup, qui dérive la décision vers les concepteurs de ces technologies. Et ça, donc, ça se pose sur les types de rapports qu'il va y avoir entre l'agriculture, ses partenaires d'amont et ses partenaires d'aval, avec des inquiétudes sur une forme de perte d'autonomie. Ça aussi, je peux l'illustrer alors là de façon avec des enquêtes plus qualitatives menées par une autre doctorante, Noémie Bechteté, où on allait voir dans le cas des OAD d'aide à la fertilisation. On a fait des enquêtes assez poussées auprès des agriculteurs sur comprendre leur processus d'adoption de ces technologies-là et qu'est-ce qui avait joué. Alors la première chose, c'est que ce n'est pas toujours en choix. On s'est rendu compte que pour certains agriculteurs, utiliser certaines technologies, c'est contractuel. Dans des nouveaux contrats de production, sur des blés de qualité par exemple, il peut être indiqué qu'il faut utiliser tel outil d'aide à la décision pour la fertilisation. Donc là, on n'est vraiment pas dans un choix, et là, on peut discuter effectivement de l'autonomie, c'est imposé par l'aval de la filière. Et d'autre point, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que finalement, ces choix d'adopter les technologies ne sont pas toujours faits par une évaluation coût-bénéfice très poussée des agriculteurs sur ce que va apporter la technologie, mais elle s'appuie beaucoup sur la confiance que les agriculteurs ont en leurs conseillers. Et on s'est rendu compte que quand on interroge les agriculteurs, très souvent, ils ont adopté parce que le conseiller de la coopérative, de la chambre ou d'un groupement de producteurs
qui a amené la technologie est quelqu'un avec qui ils ont tissé des liens depuis longtemps, et que si l'outil est amené par cette conseiller-là, ça valide quelque part le fait que ça va améliorer l'outil de production de l'agriculteur. Et du coup, ça déporte, de notre point de vue, beaucoup de responsabilités sur les épaules des conseillers agricoles. Et j'y reviendrai, ça pose une question pour nous fondamentale, mais je crois qu'il va être bien abordé aujourd'hui aussi, qui est celle de l'évaluation et de l'évaluation multicritère de ces outils. Parce que c'est drôlement compliqué pour les conseillers d'évaluer. Et c'est l'autre partie de l'enquête que mène Noémie Bechté. Parce qu'on se rend compte que, y compris pour des outils qui peuvent paraître assez simples sur le pilotage de la fertilisation, il y a différentes composantes de cette technologie, le hardware, software, le hardware, et on se rend bien compte que souvent c'est des patchwork, le modèle est pris à tel institut de recherche, les données viennent de tel autre, etc., qui font que pour un conseiller, il ne peut pas être toujours très facile d'évaluer cet outil, de connaître précisément le contenu, la nature des modèles, leur précision, leurs risques. Et là, il y a des vrais enjeux aussi de souveraineté, d'autonomie de décision qui se posent, mais qui vont être médiés par les conseillers et les intermédiaires auprès des agriculteurs. Il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Je vais accélérer, et ça va le faire. Donc le troisième risque, sur lequel je vais aller un tout petit peu plus vite, mais ça tombe bien, j'ai moins de recherches que je mène moi personnellement sur le sujet, c'est celui des pertes de souveraineté. C'est-à-dire là, on change d'échelle, et on ne parle plus juste des questions d'autonomie des agriculteurs, mais la souveraineté du secteur en tant que tel, et du fait que le numérique, pour le dire un peu trivialement, pourrait être le cheval de Troie, soit d'autres nations qui viennent investir dans nos agricultures, soit d'autres secteurs, l'aérospatial, les grandes compagnies du big data et du numérique, la pétrochimie, qui viendraient investir dans le secteur, confisquer des données pour peut-être confisquer dans le futur des nouveaux marchés. On pense souvent à l'assurance indicielle ou à d'autres marchés qui vont se développer à partir de la maîtrise de ces données. Et donc là, il y a des enjeux autour de la maîtrise de l'outil de production, des enjeux de cybersécurité qui se greffent là-dessus, qui vont poser des questions aussi très fortes. Et à titre d'illustration, nous, à Toulouse, on mène par exemple une thèse en ce moment sur le financement participatif et les plateformes qui se créent. Parce qu'au début, voilà, ça ressemblait comme quelque chose d'assez alternatif. On se rend compte maintenant, ils financent des prêts, du crédit. Et du coup, dans quelle mesure ces plateformes ont transformé le secteur agricole et ses régulations nous paraît être une question importante. Donc j'en viens donc pour les 4 dernières minutes à la question des défis pour la recherche agronomique face à ces différents risques. Le premier, et vous ne serez pas surpris par rapport à ce que j'ai dit, c'est pour moi la question de l'évaluation collective et de la réflexivité collective sur ces outils du numérique. Il y a, à mon avis, un besoin très fort d'inventorier et d'évaluer les outils du numérique. Et ce besoin est de plus en plus reconnu, notamment à l'échelle européenne, où de grands projets sont en ce moment financés pour contribuer à ça. Par exemple, le projet FairShare est en train de recenser tous les OAD à disposition des conseillers agricoles en Europe. Alors, ils sont à plusieurs centaines d'OAD, je ne sais plus à combien ils en sont, pour déjà rendre transparente l'information sur ce qui existe, dans quel contexte, et ensuite nourrir d'autres projets qui auront pour objectif d'évaluer ces OAD, c'est-à-dire d'être transparents sur les coûts et les bénéfices de ces outils, mais c'est aussi sur leur impact environnemental à travers des analyses de cycle de vie ou d'autres méthodes. Et je pense que là, il y a vraiment un enjeu collectif très important. Le deuxième enjeu, il est plus spécifique aux sciences sociales, et je vais aller peut-être un peu plus vite, je ne détaillerai peut-être pas tout en détail vu le délai, c'est le fait que par rapport à tout ce que j'ai raconté, il y a des gros besoins de production de connaissances en sciences sociales, un peu comme l'a dit Bertie aussi en son introduction. Finalement, qu'est-ce qu'on sait sur les pratiques, les usages, les marchés, le développement des plateformes? Encore relativement peu de choses. Ne serait-ce que l'adoption des outils numériques, elle est très mal documentée. Les usages et les motivations des agriculteurs ne sont pas très bien. Le fonctionnement des plateformes, la façon dont le conseil se transforme, les usages, la façon dont le numérique résout ou non les problèmes de travail, puisque l'agroécologie, on la voit souvent pour rapprocher les agriculteurs et les producteurs de la nature, mais elle complexifie aussi leur travail, elles peuvent rajouter de la pénibilité. Et dans quelle mesure le numérique va permettre de faciliter ou non cette dimension-là sont aussi des questions très importantes. Et enfin, les politiques publiques, dont on parle moins souvent, mais qui sont elles aussi impactées. Par exemple, l'intégration environnementale dans la PAC, ça passe beaucoup par le fait qu'on peut contrôler les exploitations avec des données satellitaires, et réfléchir à la façon dont ces données transforment le design des politiques publiques est aussi une dimension importante. Pour conclure, un dernier axe important, c'est aussi se dire qu'on peut sûrement essayer d'intégrer ces questionnements, ces doutes dans le design même de nos recherches.
Et ça, c'est un grand mouvement international qui existe depuis quelques années. Le mouvement de la recherche et l'innovation responsable, Responsible Research and Innovation. Donc j'ai laissé en anglais, donc pas pour frimer, mais simplement pour montrer que ce mouvement, il est encore relativement peu développé en France, qui est pourtant très intéressant de mon point de vue, et qui est en fait l'idée de poser dès la genèse du projet de recherche ou d'innovation des questions telles que celle de l'inclusion de la diversité des modèles. Essayer de se dire, voilà, est-ce que la technologie que je suis en train de développer, est-ce qu'elle est exclusive d'un modèle d'agriculture ou inclusive de plusieurs? Et si elle est exclusive, en être bien conscient dès le début. Être ouvert et transparent, ça me paraît fondamental. Alors évidemment, pour l'industrie, ça peut être différent, mais nous, dans la recherche publique, on est impliqué dans des partenariats, on va être de plus en plus attentif au fait que les modèles qui sont utilisés, la façon dont ils sont validés est transparente pour les utilisateurs, peut être testée et vérifiée. Et enfin, essayer d'inclure, dès la conception des modèles, une capacité d'anticipation et de réflexivité. Donc il y a de plus en plus d'ateliers qui sont proposés dans les projets de recherche et d'innovation pour favoriser des échanges multi-acteurs et cette réflexivité, et qui permettent au final d'être plus adaptatifs dans le projet, et si on se rend compte de certaines impasses ou exclusions auxquelles amènerait le projet, de le réexaminer, reconcevoir au fur et à mesure. Donc je vais m'arrêter là pour respecter à peu près le temps, vous remercier et vous dire que donc cette présentation en grande partie tirée de l'ouvrage Agriculture numérique, qui existe peu en version papier, mais qui est téléchargeable et en libre accès, et que vous trouverez très facilement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Veuillez me rejoindre. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir découvert un certain nombre de risques auxquels je n'avais pas forcément pensé en vous écoutant, Monsieur Labarthe. Ce que je retiens, venez vous asseoir et vous prenez un micro, je retiens que finalement les technologies du numérique pourraient potentiellement permettre quand même d'aller beaucoup plus vite et plus fort vers l'agroécologie, mais qu'elle le fait insuffisamment, en tout cas c'est votre analyse. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité? Sur quoi il faudrait agir en priorité? Alors, pour moi, il y a deux axes principaux. Alors, il y a un enjeu, je pense, important, c'est de petit à petit sortir de la dépendance au sentier induite par l'agriculture de précision. C'est-à-dire, alors ça, c'est peut-être un peu radical ce que je dis, ça ne sera pas partagé, mais je pense que beaucoup du numérique a été tiré par l'idée d'optimiser l'efficience. Alors, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi à penser le numérique pour l'accompagnement de reconception plus radicale des systèmes de production. Et il y a énormément de potentialités de ce point de vue-là, autour de capteurs low-tech, de plein de choses qui peuvent accompagner, et aussi accompagner les échanges de connaissances. Ensuite, je vois deux enjeux très forts. Le premier, c'est sur l'inclusion de la diversité des modèles, qui renvoie à ce que je viens de dire, et à avoir des projets qui se posent tôt en amont la question des types d'agriculture au pluriel qu'ils souhaitent accompagner, pour aussi aider à casser l'image qu'il y a dans le monde de l'agriculture biologique ou dans certains teneurs de projets agroécologiques, du fait que le numérique, c'est nécessairement pour accompagner l'efficience d'une agriculture plutôt intensive. Et je crois que là, il y a des vrais efforts à faire de part et d'autre. Et enfin, pour moi, l'enjeu majeur... Alors que vous ne l'opposez pas. Vous dites ça pourrait être utilisé aussi pour des systèmes agrobiologiques, par exemple. De fait, ça l'est. On a plein d'exemples, alors qui sont des fois encore marginaux, mais on a beaucoup d'exemples. Moi, j'ai des exemples, par exemple, d'agriculteurs dans une transition agroécologique forte qui utilisent des réseaux de capteurs en version assez low-tech, mais où le pilotage de ces informations est très utile. J'ai même des utilisations de technologies d'agriculture de précision qui sont détournées par des agriculteurs qui s'en servent pour faire des tours de plaine, comparer leurs champs, ce que les données satellitaires révèlent de l'hétérogénéité, par exemple. Donc, il y a 1000 potentialités. Et donc, l'autre enjeu que j'ai mis en exergue, qui est pour moi très important, c'est celui de l'évaluation et de la transparence. Je pense qu'une des grandes difficultés pour de nombreux usagers, c'est de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des modèles qui soutiennent les OAD et d'être capable d'avoir des évaluations transparentes des coûts et des apports de ces outils. C'est un point qu'on reprendra dans la table ronde qui suivra, et même dans la table ronde de cet après-midi d'ailleurs. Je vous propose d'avoir une petite discussion avec Pierre Labarthe pendant quelques minutes, une dizaine de minutes. Je pense qu'il y a un ou deux micros qui se baladent dans la salle. Voilà, il vous suffit de lever le doigt et puis peut-être de vous présenter très rapidement et de poser votre question à Pierre. On va en prendre deux ou trois et puis ensuite vous répondrez directement.
Ah, d'accord. Qui est-ce qui souhaite exprimer un point de vue? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Alexandre Morin, Chambre d'agriculture de l'Ouest à C3A. Je vous avais mentionné donc l'impact du numérique sur les changements dans le métier d'agriculteur et dans les objectifs par rapport à l'agroécologie notamment. Vous avez aussi abordé le changement que ça a sur le métier des conseillers qui se retrouvent dans une position de référent aussi vis-à-vis de ces outils. Est-ce que vous avez des informations ou des notions sur les autres métiers autour de l'agriculture, sur le reste de la chaîne, sur les changements que le numérique peut avoir auprès du métier des coopératives, auprès des métiers intermédiaires, voire même jusqu'à l'agroalimentaire? Est-ce que l'impact se fait sur l'ensemble du système agricole? Merci. Je propose que vous ne répondiez pas tout de suite, qu'on prenne une ou deux autres questions. Alors, je ne vois pas forcément. Il faut bien lever le doigt. Est-ce que quelqu'un voudrait... Ah, il faut... Pierre, vous commencez à répondre peut-être, au-delà des conseillers agricoles, sur les industries agroalimentaires, les coopératives, enfin tout ce qui entoure l'agriculture, tout l'écosystème. Oui, alors il y a des enjeux dont je n'ai pas du tout parlé, parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité, qui sont toutes les transformations des chaînes de valeur, qui vont qui vont à la fois porter sur des enjeux logistiques, sur la façon dont on gère les flux et les stocks dans les coopératives ou dans d'autres domaines, mais aussi dans la façon dont on va peut-être sécuriser différemment les transactions. Donc il y a tout ce qui se passe autour de la blockchain. Alors c'est pas encore très opérant, mais c'est aussi tout un domaine qui est, je dirais, ce qui anime beaucoup l'agroalimentaire en ce moment, avec beaucoup de projets de recherche aboutis de ce point de vue-là. Donc il y a effectivement tout ce domaine-là. Et je dirais plus globalement, ce que je vois de très intéressant dans la coopérative, c'est aussi la façon dont on peut se servir du numérique pour objectiver les relations et la distribution de la valeur entre coopérants, par exemple. Je sais que dans le cas du vin, où se pose la question de la façon dont, dans une coopérative viticole, par exemple, comment on va redistribuer la valeur de la production, comment on distribue les différentes cultures vers différentes cuvées qui ont différentes valeurs. Ben ça, on peut essayer de l'objectiver via du numérique en utilisant du satellitaire, mais aussi des données sur l'utilisation des processus, et ça permet dans ensuite les négociations économiques entre adhérents sur comment on partage la valeur de façon égalitaire ou en fonction de la qualité des productions. Le numérique permet d'objectiver les débats qui sont menés dans les coopératives, et il y a beaucoup d'utilisation de ce point de vue, je trouve très innovante et très intéressante, à la fois de cartographie du vignoble par exemple et de caractérisation de la qualité de la production. Oui, et puis c'est une question de transparence finalement au sein d'une coopérative et de l'outil. Exactement, mais qui des fois a des conséquences assez fortes sur la gouvernance et qui peuvent remettre en jeu des questions de démocratie et de débats assez vifs au sein des coopératives. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question Oui, alors il y en a une ici, madame. Non, ici, juste au milieu, et une devant. Merci, madame. Bonjour, Mélanie Loubeau, je suis chargée de mission climat à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Je me posais la question de potentielles études quant à la désirabilité des outils numériques. Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées là-dessus et quels en seraient les enseignements? Merci. Et donc une question devant. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ensuite poser une question? Oui, il y aura une question juste après. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous aviez le micro. Bertie. Alors j'ai l'honneur de commencer. J'aurais vraiment aimé que tu puisses développer les enjeux de mesure. Donc on comprend que les conseillers sont dans des situations où la mesure des effets des outils qu'ils conseillent n'est pas évidente. Mais qui en fait prend en charge les mesures d'efficacité? Est-ce que les concepteurs le font? Est-ce que les instituts publics le font? Alors on voit que Fairshare veut s'y mettre. Qui d'autre? Où en est-on sur ce plan-là? Merci. Et donc, voilà. Bonjour. Je m'appelle Grégoire, je suis étudiant en bachelor agroécologie. Et donc ma question, elle est un peu plus concrète. C'est, pensez-vous qu'il existe une corrélation entre la taille des exploitations et l'accès aux technologies numériques des agriculteurs?
Ok, question concrète et très intéressante, évidemment. Alors, on commence peut-être par la désirabilité des outils, Pierre ? Est-ce que vous avez étudié cette question ? Alors, moi, non, pas du tout. Enfin, est-ce que cette question est étudiée alors est-ce que vous voulez parler de l'ergonomie et du design, ou plutôt est-ce qu'on a envie de les utiliser ? Ou d'enjeux qui ont plus à voir avec des positions philosophiques, personnelles là-dessus. Alors, c'est pas des travaux que je connais très bien, mais sur la première partie, j'en sais rien. Alors sur la partie ergonomie, tout ça, je pense qu'il y a des choses, mais ça, je connais pas. Sur la deuxième partie, il y a des travaux, effectivement, de sociologues, notamment aux États-Unis, j'ai deux types de travaux en tête. Il y a d'une part des travaux assez célèbres sur les gens qui refusent les technologies embarquées, donc qui hackent leur tracteur, alors j'allais failli dire la marque, je ne le dirai pas, mais pour s'opposer à la remontée des données et avoir des méthodes alternatives. Donc il y a tout un mouvement américain là-dessus qui est documenté par certains sociologues. Et puis il y a des travaux qui sont plus sur qui détaillent le fait que certaines personnes vont refuser pour des questions éthiques l'utilisation de ces technologies-là. Mais sur le volet plus positif de en quoi l'ergonomie joue sur l'utilisation ou la façon dont est présenté l'outil, j'ai moins connaissance de ça. Faudrait que je regarde sur un ou deux projets européens où je pense que c'est peut-être adopté, mais j'ai moins connaissance de ces travaux. La mesure des effets, de l'efficacité des outils, est un point que vous avez développé. Et Bertie souhaitait que vous insistiez un petit peu. Alors, c'est encore des recherches qu'on n'a pas finies, nous, de notre côté. Ma première intuition, c'est que c'est pas très bien fait et qu'il y a un vrai manque. Alors, ce qui est plutôt bien fait, c'est la validation, notamment par des instituts techniques, de certaines briques qui vont composer les modèles. Où ça, c'est robuste parce que ça s'appuie, une partie des OAD s'appuie sur des modèles éprouvés d'Arvalis, j'avais failli dire du Cetium, c'est pour montrer que je suis vieux, d'instituts. Voilà, vous n'avez pas dit ITCF, c'est déjà pas mal. Hein. J'aurais pu. Voilà, et donc ça, il y a des briques qui sont validées, mais ce qui est rarement validé, c'est les usages au niveau des agriculteurs. Et là où on en voit très peu de retours, c'est aller mesurer qu'est-ce qui a été prescrit, qu'est-ce que les agriculteurs ont fait, qu'est-ce qu'il y a eu comme reliquat à la fin, qu'est-ce que ça a produit, avec quand même des gros doutes sur certaines utilisations, notamment sur le fait que je ne rentre pas dans les détails, mais sur l'azote par exemple, il y a un objectif de rendement qui est choisi par l'agriculteur. Il y a plein de questions qui se posent sur l'évaluation de ces outils, et ce qu'on a l'impression de voir, c'est que c'est peu fait. Quand c'est fait par des coopératives ou des chambres avec les moyens dont elles disposent, qui sont des fois limités en termes de capacité expérimentale. Et du coup, on trouve qu'il y a être capable de dire les effets de certains outils, quand on voit ce qui est fait en fait, c'est des arguments qui renvoient à des expérimentations qui ont été faites il y a 8 ans, à des stades très expérimentaux de ces outils-là. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai manque de ce point de vue-là, mais aussi à se poser des questions de différentes formes d'ingénierie, et de se dire qu'est-ce qu'on veut valider là-dedans. Est-ce qu'on veut valider des choses en amont dans les modèles, ou est-ce qu'on veut valider vraiment à la fin, les gens ont fait quoi? Et moi, c'est ça qui manque le plus, à mon avis, et que même des fois, les agriculteurs ont du mal à faire, et finalement, des évaluations coût-bénéfice de ces outils, ils en font peu. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu. Merci. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre la taille et l'utilisation des outils numériques? Alors oui. Alors dans les enquêtes qu'on a faites, mais globalement dans tous les travaux d'économétrie, la taille ressort comme une variable significative dans l'adoption des outils. Alors le bémol, c'est que c'est vrai pour les technologies d'agriculture de précision, celles qui sont directement sur la production, donc les capteurs, les machines, les OAD. Là, on voit des effets. Quand on s'intéresse aux technologies plus d'échange et de communication de connaissances, d'une part, il y a moins de travaux, et là, il y a beaucoup moins d'effets significatifs de la taille des exploitations sur ces critères-là. Merci beaucoup. Je vous propose d'arrêter. Merci, même s'il y avait encore des questions. Ah oui, d'accord, mais... Alors, on en pose, une là-haut. Je répondrai très vite. S'il vous plaît, parce que... Bonjour, merci de me laisser poser ma question. Florence Amardaï de Elzéar, on est une start-up, on expose ici devant. Et ma question, elle est justement par rapport à ces risques et à ces défis, quel est le rôle de nous, start-up, sachant qu'on travaille déjà dans la co-création de l'application avec les agriculteurs, avec les acteurs de la filière, ce qui n'empêche que la plupart des risques que vous remontez, c'est des choses qu'on nous oppose effectivement quotidiennement et qu'on essaye de défendre d'un point de vue plus positif sur ce qu'on peut amener.
Mais du coup, ça me pose quand même question à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou autrement pour justement, dans la conception des outils, répondre déjà à la plupart de ces risques et intégrer ce mouvement de RRI qui me semble très intéressant, que vous avez montré à la fin. Voilà, rapidement, en quelques mots. Ouais, je pense qu'il y a un point très important, c'est d'essayer d'intégrer dans la conception une réflexion assez fine sur les effets que peuvent produire vos outils, notamment en termes de sélection de modèles. Et là, je pense qu'il y a à travailler avec, déjà se poser la question de avec qui on travaille, bien sûr, mais se poser la question de voir où pourraient être des effets de sélection cachés en termes d'hypothèses qu'il y a dans le modèle. Et là, moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être développé, c'est de dire, voilà, où est-ce qu'il y a un risque et comment s'y attelle. Voilà. Par exemple, quand on prend des conditions sur les règles de décision, si c'est pour faire de la règle de décision, se poser à chaque fois la question de ces règles de décision-là, elles vont exclure quel type d'agriculteur. Et moi, je pense que c'est un mouvement, et le mouvement RRI il peut aider à avoir des grilles ou des ateliers collectifs qui peuvent aider dans cette perspective. Merci Pierre Labarthe. Je vous propose de l'applaudir. Et